Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau crime et disparition. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de René Osterwalder. Cette histoire m'a beaucoup été demandée en commentaire. J'ai découvert cet affreux bonhomme quand j'ai traité le cas Edith Trittenbass. J'avais jamais entendu parler de cet homme, mais je pense que de toutes les affaires que j'ai traitées et même de toutes les affaires que j'ai lues, c'est parmi le pire que j'ai lu, vraiment, vraiment, vraiment. Il atteint des niveaux, à mon sens, rarement égalés. Et c'est pour ça que cette histoire, elle a été assez compliquée pour moi à traiter parce que les tortures et les faits qu'il a fait subir aux enfants sont tellement graves et tellement sordides que j'ai eu de la peine à les lire. Donc je ne vais pas vous donner beaucoup de détails sur les tortures qu'il a fait aux enfants. Si vraiment ça vous intéresse, je vous invite à aller lire les archives des journaux suisses. Vous retrouverez une partie de ce qu'il a fait. Tout n'a pas été expliqué parce que, comme je l'ai dit et comme je vais le redire, c'est tellement sordide que les détails, finalement, on n'a pas besoin de les connaître. Ensuite, cette histoire, elle était aussi difficile à faire parce que je ne sais pas si René Osterwalder a fait nettoyer les recherches Google qui le concernaient. On peut le faire, mais j'ai rien retrouvé à son sujet. Les seuls articles qu'on trouve, ce sont les articles qui sont parus après les années 2000, qui traitent de son incarcération, mais j'ai rien retrouvé avant. Il n'a pas d'article Wikipédia, il n'a pas d'article sur Murderpedia, en l'occurrence, il a tué personne. Mais ouais, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, tous les faits que je vais vous donner, je les tiens des archives des journaux suisses que j'ai consultés en ligne, en particulier Le Matin, Le Nouvelliste, La Liberté et L'Illustré. Juste encore une toute dernière petite parenthèse avant que je commence cette histoire. J'ai décidé de donner le nom de René Osterwalder au complet parce que les journaux suisses donnent toujours son nom au complet. Quand on parle de la révision de son cas qui a lieu tous les 5 ans, son nom est encore donné au complet, donc c'est pour ça que je le fais. Et par contre, au niveau de sa compagne, qui se prénomme Augusta, j'ai décidé de ne pas donner son nom complet. Si vous faites quelques recherches, probablement que vous trouverez son nom de famille. Mais en tous les cas, j'ai décidé de ne pas donner son nom de famille. Cette histoire, elle commence le 18 janvier 1993, lorsque René Osterwalder et sa compagne se rendent sur la rue où ils habitent pour attendre un taxi. Le taxi n'arrivera pas, c'est la police qui va arriver et qui va les embarquer et les arrêter. Très rapidement, la police va perquisitionner le luxueux appartement du couple qui se trouve dans l'un des quartiers chauds d'Amsterdam. Les faits qui sont reprochés au couple sont la détention illégale d'armes, mais la fouille de l'appartement va révéler des secrets autrement plus glauques et plus sordides. Cet appartement est déjà glauque en lui-même. Il est décoré de manière un petit peu lourde et sordide. Il faut savoir que l'appartement que louent René et sa compagne était jusqu'alors loué par une secte qui s'appelle l'église de Satan. Le couple en a gardé une bonne partie de la décoration avec des statues macabres, des piranhas dans un aquarium. En tout cas, l'endroit, on s'y sent pas très très à l'aise. Mais très très vite, les policiers vont obtenir des informations de la part d'Augusta qui va leur indiquer une cache qui se trouve au plafond, et dans cette cachette, ils vont trouver de nombreuses cassettes VHS. La plupart de ces cassettes ont des étiquettes, elles ont donc été achetées auprès de sex shops. Ces cassettes sont des cassettes relativement violentes. On aurait tendance à dire que c'est du sadomasochisme, mais ça reste un niveau au-dessus. Et souvent, sur ces enfants, on y voit des enfants. Sur ces cassettes, on y voit des enfants. Ces cassettes, comme je l'ai dit, ont été achetées au début des années 90 dans des sex shops à Amsterdam. À cette époque, on pouvait encore assez facilement se procurer pas de la pédophilie, mais des cassettes un petit peu limites et assez illégales dans des sex shops. Et c'était le cas pour ces cassettes qui portent une étiquette. Par contre, quelques cassettes, 3 cassettes je crois, ne portent pas d'étiquette, et c'est dans ces cassettes-là que l'on va retrouver un contenu d'une extrême violence. Je pense qu'aucun enquêteur, aucune personne n'était prête à voir ce genre d'image.
Donc sur ces cassettes qui vont être visionnées par les enquêteurs hollandais, on va découvrir René Osterwalder qui inflige des tortures, mais vraiment d'une extrême violence, à des bébés dont l'âge est, on l'estime, environ à 6 ou 8 mois. On voit également une autre vidéo. Dans celle-ci, on voit le couple René Osterwalder ainsi que Augusta abuser d'un enfant d'une 12aine d'années. Très rapidement, les deux avouent les faits parce qu'on les voit sur les vidéos. On peut pas nier que c'est le couple que l'on voit sur ces vidéos. Ce que trouve également la police sur place fait froid dans le dos. Ils vont trouver une panoplie de chirurgiens, une panoplie de gynécologues, mais aussi tout le matériel pour produire des vidéos. Je vous rappelle qu'on est en 1993 et que pour réaliser des vidéos VHS, les filmer soi-même, il faut énormément de matériel et ce matériel est très coûteux. Il faut donc un caméscope, une caméra, il faut des appareils pour pouvoir extraire le film et René Osterwalder avait même une table de montage. Donc la police comprend assez rapidement que René Osterwalder comptait lui-même tourner des films d'une certaine qualité et probablement les vendre. La police met également la main sur une valise. Cette valise est assez étrange puisqu'elle a des trous comme des trous d'aération. Au début, la police ne comprend pas très bien à quoi sert cette valise, mais lorsque Augusta apportera les premiers témoignages, on comprendra qu'en fait cette valise a été utilisée lorsque le couple se rendait dans certains quartiers défavorisés d'Amsterdam pour approcher des jeunes enfants et tenter de les enlever. En fait, cette valise aurait dû servir pour mettre les enfants dedans et les transporter jusqu'à la maison. Très vite, la police néerlandaise comprend qu'elle est face à un couple qui prévoyait d'enlever des enfants pour en abuser. Alors finalement, on se pose la question, comment a pu avoir lieu cette perquisition? Ce qu'il faut savoir, c'est que le couple habite Amsterdam depuis à peine 2 mois. Donc on se demande finalement comment cette police néerlandaise a pu, en si peu de temps, obtenir des informations sur la détention illégale d'armes du couple dans cette maison d'Amsterdam. On se demande également comment cette perquisition qui a été menée dans la maison du couple a pu, pour des armes détenues de manière illégale, a pu mener à la découverte de telles cassettes et à la découverte peut-être d'un trafic d'enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la police néerlandaise n'a pas débarqué au hasard chez René Osterwalder. Comme je l'ai dit, le couple est installé depuis seulement 2 mois à Amsterdam et la police hollandaise a en réalité obtenu des informations de la police suisse qui les a prévenus que René Osterwalder était un pédophile et qu'il prévoyait d'enlever des enfants en Hollande. Alors, on se demande finalement comment la police suisse a pu avoir ces informations et autant vous dire que c'est un petit peu par hasard et honnêtement si les faits n'étaient pas aussi cruels et dénués d'humanité, ça ferait presque rigoler la façon dont la police suisse a obtenu ces informations. Au tout début des années 90, René Osterwalder, qui cherche quelqu'un qui pourrait enlever des enfants pour lui, se rend sur un espèce de chat qui avait un petit peu avant Internet. Ce chat s'appelle Vidéotex et il va là-dessus chercher des complices qui pourraient lui ramener des enfants dont il pourrait abuser. Sur cette espèce de chat, il va rencontrer 2 hommes. Les 2 hommes ne se connaissent pas. Il va faire ces 2 rencontres de manière distincte. Ces 2 hommes vont se proposer de lui trouver des enfants contre de l'argent. René Osterwalder va se lier d'amitié avec l'un des 2 hommes qui s'appelle Peter G et qui est un pédophile déjà connu en Suisse, en tout cas pour trafic de matériel pédophile. Et ils vont se lier d'amitié pendant quelques années. D'ailleurs, René Osterwalder va donner passablement d'argent à Peter G pour que celui-ci aille enlever des enfants en ex-Yougoslavie ou en Roumanie. Il faut savoir que les 2 hommes sont assez amis. Peter G vient régulièrement dans le chalet jurassien de René. Ils mangent régulièrement ensemble. Peter G a même offert une panoplie de chirurgiens à René pour Noël. Donc ils sont vraiment très bons amis. On sait également que Peter G a probablement aidé René Osterwalder dans l'aménagement de son chalet jurassien. Dans le chalet qu'il a acheté au Jura, René Osterwalder va préparer une pièce au sous-sol avec le matériel nécessaire pour torturer ses bébés. Il va également acheter 2 grands fûts dans lesquels il va faire mettre de l'acide chlorhydrique, tout ça avec Peter G,
pour dissoudre d'éventuels corps. Ils vont ensuite se rendre dans une boucherie pour acheter des cuisses de poulet et du porc, sauf erreur de ma part. Et ils vont ensuite jeter tout ça dans la cuve pleine d'acide chlorhydrique pour voir quel en est le résultat. En tous les cas, Peter G, ce pédophile reconnu, en tout cas ce trafiquant de matériel pédophile, est un ami de René Osterwalder. Et René Osterwalder s'attend à ce que cet homme, à qui il a donné beaucoup d'argent, lui ramène rapidement des enfants. Mais ne voyant toujours pas les enfants arriver, René Osterwalder commence un petit peu à s'inquiéter et à devenir un petit peu paranoïaque, si bien qu'il va mandater un détective privé pour suivre Peter G et noter un petit peu ses faits et gestes. Et c'est à ce moment-là que la relation entre les deux hommes va vraiment commencer à se dégrader. Il y a de la suspicion des deux côtés. Et ouais, comme j'ai dit, cette relation va se dégrader à tel point que René Osterwalder va dénoncer à la police Peter G et l'autre complice qu'il a rencontré sur ce chat vidéotexte en disant qu'il soupçonne ces deux hommes d'être à l'origine d'un trafic d'enfants. Honnêtement, il faut le faire. C'est clairement René Osterwalder qui était en recherche d'enfants. Hein. C'est ces deux hommes qui se sont proposés de lui offrir leur service. On comprendra plus tard qu'ils voulaient surtout, ils en voulaient surtout à son argent en fait. L'histoire qui avait dans un premier temps convaincu la police va tout à coup un petit peu tomber à l'eau lorsque les deux personnes incriminées vont parler. Ils sont donc tous les deux mis en détention provisoire et tous les deux auront le même discours. Hein. Ce n'est pas eux qui sont à l'origine de la demande de trouver des enfants, mais c'est bel et bien René Osterwalder. La police suisse comprend à ce moment-là qu'elle n'a pas les bonnes personnes sous les verrous et elle veut maintenant arrêter René Osterwalder, mais celui-ci a pris la fuite et il est parti habiter avec sa compagne Augusta aux Pays-Bas. Et c'est pourquoi la police suisse doit à ce moment-là prévenir la police néerlandaise que cet homme pourrait enlever des enfants sur le territoire hollandais. Ce qu'il faut savoir au moment où la police hollandaise reçoit ce coup de fil de la police suisse, c'est qu'elle ne peut pas du tout arrêter René Osterwalder pour des faits qui n'ont pas été commis en Hollande. Alors, ce que je peux pas vous dire, c'est si cette loi a changé aujourd'hui. Je sais qu'avec le terrorisme, les choses, ce genre de loi a changé. En tous les cas, en 1993, la police hollandaise ne pouvait pas appréhender René Osterwalder pour des faits qu'il n'avait pas commis sur le sol hollandais. C'est pourquoi la police, lorsqu'elle arrête le couple, les arrête pour détention illégale d'armes. Effectivement, la police va retrouver plusieurs armes chez René Osterwalder. C'est un petit peu l'excuse qui a mené la police à perquisitionner la maison. Quand bien même la police hollandaise s'intéresse au matériel pédopornographique qui a été retrouvé dans l'appartement de René Osterwalder. Celui-ci ne peut être utilisé par la police hollandaise car toutes ces images, on s'en rendra compte assez vite, ont été tournées sur le territoire suisse. Par contre, la police et le juge se demandent assez rapidement si on va pouvoir juger René Osterwalder pour ses tentatives d'enlèvement. En fait, il n'a pas fait de tentative d'enlèvement, mais il a préparé des actes en vue d'enlever des enfants. À ce moment-là et à cette époque-là, et je pense que c'est toujours le cas, ces actes ne sont pas punissables. On ne peut pas punir l'intention de faire un crime. On peut punir uniquement le passage à l'acte. C'est pourquoi le couple va être très rapidement jugé en Hollande, mais uniquement pour les faits de détention illégale d'armes. Alors très vite, le procès va se tenir en Hollande. Je pense que si le procès se tient aussi vite, c'est pour que très vite aussi René Osterwalder puisse être extradé en Suisse et répondre des faits les plus graves, parce que je vous le rappelle, en Hollande, René Osterwalder ne répondra que des faits de détention illégale d'armes. Quelques semaines seulement après l'arrestation de René Osterwalder, la Suisse fait une demande d'extradition. Par contre, avec les Pays-Bas, l'extradition ne peut pas se faire comme ça. Ce qui va devoir se passer, c'est que René Osterwalder va devoir être jugé en Hollande et purger sa peine sur place. Ensuite seulement, il pourra être extradé. C'est pour ça, je pense, comme je l'ai dit, que le procès va se tenir très, très rapidement. Le procès va se tenir dès avril 1993, donc quelques mois à peine après son arrestation. Le procès qui aura lieu en première instance va durer passablement de temps parce qu'il sera plusieurs fois retardé. Le couple se déchire lors de ce procès. Augusta tente de se sauver en chargeant au maximum son ex-compagnon et son ex-compagnon tente également lui de se dédouaner en chargeant au maximum son ex-compagne.
En tous les cas, la Cour requiert 5 ans de prison pour Augusta et 6 ans pour René Osterwalder. Le couple va être jugé à 2 ans pour René Osterwalder et 18 mois pour Augusta. Il faut savoir que René Osterwalder va faire appel de cette sentence. Alors, la peine, elle semble très très faible, on va dire 2 ans, le type a torturé des enfants. Alors, je le rappelle, en Hollande, ils sont jugés uniquement pour la détention illégale d'armes. Alors, en fait, quand on regarde la peine qu'il a eue, René Osterwalder, on se rend compte qu'elle est, ça me fait mal de le dire, mais elle est trop importante. C'est-à-dire que ça paraît avéré que lors du premier procès hollandais, les juges ont pris en compte le fait que René Osterwalder voulait enlever des enfants en Hollande. Cela dit, ils n'avaient pas le droit de le faire, c'est pourquoi l'avocat demande un second procès, c'est la raison pour laquelle il va faire recours et qu'il va y avoir un second procès au terme duquel René Osterwalder ne sera condamné qu'à 6 mois de prison, puisque les faits en vue de préparer un enlèvement ne peuvent pas être retenus. Augusta, elle, n'avait pas fait recours, la peine de 18 mois est donc gardée pour elle. On peut aisément se poser la question de savoir, en tous les cas, sa peine aurait été revue à la baisse, hein, ça c'est clair et net, mais même à savoir si elle aurait été condamnée en deuxième instance. En tous les cas, voilà, au terme des procès hollandais, René Osterwalder est condamné à 6 mois de prison ferme et Augusta à 18 mois. Le couple, qui était en détention provisoire depuis le premier jour de son arrestation, pourra bientôt sortir. La Suisse, qui avait fait une demande d'extradition, mais quelques semaines après l'arrestation de René Osterwalder, s'impatiente de voir cet affreux bonhomme venir sur notre territoire pour pouvoir enfin le juger des pires faits qu'il a commis. Alors, il faut savoir que très rapidement, le tribunal hollandais va accepter l'extradition du Suisse. Elle va le faire dès le mois de mars. Cela dit, cette décision doit être avalisée par le Parlement et là, ça va prendre un peu plus de temps. D'autant que René va tout faire pour retarder sa venue en Suisse. René Osterwalder, juste pour la petite précision, il est interrogé lorsqu'il est en Hollande par les policiers suisses. Alors, autant il collabore avec les policiers hollandais, autant il n'a pas vraiment le choix. On le reconnaît clairement sur les photos, sur les vidéos, il ne peut pas nier. Par contre, avec les policiers suisses, il reste totalement muet. Et je crois qu'en fait, à ce moment-là, il sait qu'il risque très peu de choses en Hollande, mais beaucoup en Suisse. Je ne suis même pas sûre qu'il sache à quel point il risque en Suisse. Mais en tous les cas, il a très peu envie de répondre aux policiers suisses. Donc, quand on va pouvoir enfin l'extrader, la police suisse va être ravie. Mais ça va prendre un temps assez fou parce que, comme je l'ai dit, il va lancer diverses procédures avec son avocat pour tenter de retarder au maximum cette extradition. D'ailleurs, les retards ne sont pas dus uniquement à René Osterwalder. Certaines fois, il y a des retards qui sont là à cause de demandes du juge. Par exemple, la dernière chose qui a fait retarder son extradition, c'est une demande d'expertise en milieu, pas médical, en milieu hospitalier qui demande 7 semaines. Donc, ouais, cette extradition, elle est très très souvent retardée pour diverses raisons. Mais enfin, le 1er juillet 1994, René Osterwalder peut enfin être conduit en Suisse. Il va être conduit en Suisse en ambulance parce que, selon les médecins qui s'occupent de René Osterwalder, celui-ci a une santé très fragile et il ne peut pas voyager en avion ou d'autres manières. Donc René Osterwalder va devoir être extradé par la voie terrestre dans une ambulance. Alors ça, c'est un casse-tête administratif parce que chacun des pays qui va être traversé par cette ambulance doit donner leur aval pour que l'ambulance accompagnée du criminel puisse traverser leur pays. Donc c'est un petit bordel administratif. Mais en tous les cas, le 1er juillet 1994, René Osterwalder est enfin sur le territoire et on va enfin pouvoir le juger. René Osterwalder est dans un premier temps retenu dans une espèce d'hôpital-prison parce que, comme je l'ai dit, il a un certificat médical et ce certificat certifie que René Osterwalder, qu'il ne peut absolument pas être détenu en milieu carcéral. Donc il va rester plusieurs semaines dans cet hôpital-prison. Il va ensuite être conduit à la prison de Zurich où cet affreux bonhomme va prendre le temps d'écrire une lettre au Blick. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cette lettre sera publiée dans le Blick. Je ne l'ai pas retrouvée dans le Blick, mais j'ai retrouvé des journaux qui en parlaient. Alors, je ne suis
pas certaine que le Blick ait donné ça à ce criminel, c'est-à-dire de poster cette lettre dans ses colonnes. En tous les cas, René Osterwalder, il donne un petit peu sa version. Alors, déjà, il va charger au maximum Peter G. Peter G, c'est donc le pédophile qu'il a dénoncé avant de se faire arrêter. Il va dire que tout ce qui était d'actes sadiques, d'actes pédophiles, c'est Peter G qui l'a encouragé. Il va également dire que sa compagne Augusta ne l'a jamais découragé de ses actes pédophiles et que si elle avait, ne serait-ce que tenté de le décourager, il se serait rapidement arrêté. Il serait peut-être même jamais passé à l'acte. Il va également se plaindre de l'acharnement des médias et du traitement médiatique de son cas dans les journaux suisses. Voilà, le type, il faut dire, à mon avis, se rend absolument pas compte que sa lettre est totalement déplacée. Et il va même arriver à se plaindre de ne pas pouvoir récupérer ses vêtements à son domicile zurichois, parce que son domicile zurichois est sous scellé. Donc en gros, il va dire, je sais que je vais passer la fin de ma vie en prison, alors je comprends pas en plus pourquoi on m'interdit de porter les vêtements que je veux. Ouais, autant vous dire qu'on se demande comment on pourrait plaindre cet affreux bonhomme et comment on pourrait le plaindre tout court en fait. Mais ça nous donne une idée sur ce type totalement narcissique qui est pas très ouvert sur ce qu'il a fait subir aux victimes. En tout cas, ça donne une idée que ce type n'arrive pas à s'imaginer qu'il ferait mieux de rester un petit peu planqué, qu'il ferait mieux d'éviter de parler de lui, en tout cas de cette sorte-là, dans les journaux. Pour vous dire à quel point cet homme est hors sol, il avait déjà, lorsqu'il était encore en Hollande, fait une demande de dédommagement à Augusta ainsi qu'à certains journaux suisses. Alors, à Augusta, c'était pour faux témoignage et aux journaux suisses, c'était pour avoir diffusé son image sans son accord. Il voulait réclamer de l'argent et il a dit qu'il voulait créer un fonds avec cet argent pour les enfants dont il avait abusé. On peut le croire, mais enfin en tout cas, on se rend compte que ce type ne se rend pas compte de ce qu'il devrait dire et ce qu'il devrait garder pour lui. Alors maintenant que le couple est en Suisse, on va quand même se poser la question de qui est ce couple. Ce qu'on sait déjà rapidement dans les journaux, c'est que René Osterwalder a une quarantaine d'années et que sa compagne a la moitié de son âge. Vraiment, on va se poser la question, qui sont ces gens? Comment ils en sont arrivés là? Alors René Osterwalder, il a 38 ans au moment où il est arrêté à Amsterdam. C'est un homme d'affaires zurichois assez reconnu. Il a fait fortune dans l'informatique. Son revenu annuel, il avoisine le 1 million de francs. Autant vous dire que ce n'est pas un homme qui est à plaindre. Il travaille dans la réalisation de logiciels pour les automates à billets qu'on trouve partout en Suisse. Il a 3 entreprises qui sont très florissantes. Les 3 entreprises sont dans l'informatique et il emploie une trentaine d'employés. Cet homme est donc vraiment très riche et il appartient un petit peu au bon monde zurichois. Sa compagne, elle est beaucoup plus jeune, c'est pas sa femme, c'est sa maîtresse, elle a 22 ans. René, en réalité, est séparé de sa femme depuis 1989. En fait, cette jeune fille, Augusta, il l'a rencontrée lorsqu'elle travaillait à temps partiel dans son entreprise. Et le couple, enfin les deux, René et Augusta, ont eu quasiment immédiatement un coup de foudre l'un pour l'autre. Donc la rencontre du couple, elle a lieu en janvier 1991. Donc lorsque je l'ai dit, Augusta travaille pour René Osterwalder. Ils se sont immédiatement plu et ce malgré la différence d'âge. Augusta, elle dira qu'elle n'a jamais été autant amoureuse. C'est d'ailleurs sa première relation charnelle. Augusta dira tout de même que leur relation a commencé à se dégrader lorsqu'elle a découvert les penchants homosexuels de son compagnon, mais également son penchant pour la torture et pour la pédophilie. Elle dira que vraiment, à ce moment-là, leur relation a commencé à se dégrader. Alors finalement, qui est ce René Osterwalder? Qui est cet homme? Je dirais largement l'un des pires cas que j'ai traités sur ma chaîne, même si je le dis souvent. Donc René Osterwalder, il a passé une grande partie de sa vie dans des institutions. Cet homme a été abusé par son père. Après son père, c'est son beau-père qui a abusé de lui. Et lorsqu'il s'est cru enfin en sécurité dans des institutions où des personnes devaient prendre soin de lui, ces personnes qui étaient censées prendre soin de lui ont à nouveau abusé de lui. Il dira qu'à 14 ans, les abus sexuels étaient pour lui de l'ordre du quotidien, de la norme. Donc cet homme a vraiment un lourd passé. Alors, je le reprécise et je le dis à chacune des vidéos, ceci n'excuse pas ses actes, mais cela explique en partie pourquoi cet homme est devenu comme ça.
C'est plutôt un élève médiocre, René Osterwalder. Il n'a jamais eu des pires bonnes notes. Il a même arrêté son apprentissage d'électricien en cours de route. Mais malgré tout ça, il va quand même former une entreprise d'informatique qui va être très, très, très rentable. René Osterwalder dira assez vite en fait qu'il a passé d'un ouvrier qui pose des antennes à un riche homme d'affaires. Il n'a pas vraiment eu de transition au niveau professionnel. Ça a vraiment été très très rapide ce succès professionnel qu'il a eu. Au niveau sentimental, en 1982, René Osterwalder a un chagrin d'amour d'une relation homosexuelle et il va tenter de mettre fin à ses jours et il va donc se retrouver à l'hôpital. C'est dans cet hôpital qu'il va rencontrer l'infirmière qui deviendra plus tard sa femme. Cette femme est une pratiquante méthodiste et ils vont se marier et avoir 3 enfants. Je précise quand même que René Osterwalder avait été arrêté pour des faits d'attentat à la pudeur avant son mariage et que sa femme était tout à fait au courant de ces faits, mais qu'elle s'est quand même mariée. Le couple, comme je l'ai dit, a 3 enfants. Ça se passe plutôt bien les premières années, jusqu'à fin des années 80, quand le couple va se séparer. Cette femme, elle dira quand même que son mari est toujours bien occupé de ses enfants, qu'elle a rien constaté d'anormal, mais que quand les enfants étaient tout petits, en gros, il ne savait pas faire. Ça, c'est les mots de cette femme. Il ne savait pas faire. Alors, elle n'a pas trouvé ça tant anormal que ça. Dans les années 80, tous les hommes ne s'occupaient pas des enfants, tous les hommes ne savaient pas comment faire avec les enfants. Donc elle a mis ça sur le compte un petit peu de ça. On comprendra plus tard que René Osterwalder avait une véritable aversion pour les bébés. Elle dira qu'à partir de leur séparation, et même un petit peu avant, elle avait cette impression que René était tombé aux mains de Satan. Alors c'est une femme très croyante, je pense que c'est pour ça qu'elle utilise ce terme-là. En tous les cas, elle voulait dire que René Osterwalder était très préoccupé, qu'il paraissait pas très très bien durant cette période, mais depuis qu'il avait rencontré Augusta, il trouvait que son ex-femme, enfin c'est pas son ex-femme, mais c'est la femme dont il est séparé, trouvait que René allait beaucoup mieux. Et elle dira même qu'elle avait trouvé que René était épanoui. Cette femme le soutiendra, lui rendra visite en prison et ils sont quand même ensemble parents de 3 enfants. Donc elle ne va pas complètement laisser tomber René Osterwalder, elle va aller le visiter en prison tant qu'elle le pourra. Au sujet d'Augusta, elle est beaucoup plus jeune que René, donc on l'a dit, lui avait 38 ans au moment des faits, elle 22, donc elle a quasiment la moitié de son âge. L'emploi qu'elle a eu au sein de l'entreprise de René Osterwalder est son tout premier emploi. Il faut savoir que c'est une fille de bonne famille, une famille plutôt aisée qui habite la côte zurichoise. Alors quand je vous parle de la côte zurichoise, pour ceux qui me suivent ailleurs qu'en Suisse, c'est un peu notre Paris à nous. Ce sont des rues avec des maisons qui valent une putain de blinde, si je peux me permettre. Ce sont des endroits où vivent les banquiers, les assureurs zurichois, les hommes d'affaires zurichois. En tous les cas, c'est un endroit où il faut être extrêmement riche pour y vivre. Donc le père d'Augusta, qui était un dentiste renommé, vivait dans ces beaux quartiers zurichois. Un expert dira d'Augusta qu'elle a toujours tout eu. Elle n'a jamais eu de décision à prendre, elle n'a jamais eu besoin de se confronter également à la vie. On lui a tout donné à cette jeune fille. Si bien que l'expert qui parlera d'elle au procès dira qu'elle a une grave névrose et qu'elle refoule tellement ses sentiments parce qu'elle a peur et qu'elle est totalement incapable de régler des problèmes. Elle n'est pas stupide, mais que cette peur de se trouver face à ses sentiments la met dans une totale incapacité de résoudre des problèmes simples de la vie. Et c'est probablement ce qui l'a empêché de partir lorsque René Osterwalder a complètement commencé à tourner la quille. Je ne peux pas dire autrement. Comme je l'ai dit, quand elle se met avec René Osterwalder, cette jeune femme habite chez ses parents et lorsqu'elle reviendra en Suisse après avoir purgé sa peine aux Pays-Bas, elle va retourner vivre chez ses parents. Un autre détail que je trouvais intéressant pour cette femme, à quel point finalement, lorsqu'elle a rencontré René, elle a tout abandonné. Donc elle vivait chez ses parents, elle est partie habiter chez lui, mais elle faisait également des études de droit, probablement payées par ses parents. Donc à part aller au cours et suivre un tout petit peu, elle n'avait pas une grande pression. Elle a tout arrêté et elle s'est donnée à 100% à son homme, à René Osterwalder. Alors de quel fait parle-t-on finalement? Je ne vous en ai pas encore parlé, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit, René et sa compagne ont été jugés en Hollande pour la détention illégale d'armes. En première instance,
Le juge avait donné une peine plus lourde, prenant en compte les préparatifs pour enlever des enfants. Cela dit, c'était pas légal, enfin c'était pas juste. Donc le couple a été jugé, enfin en tous les cas René, uniquement pour la détention d'armes. Et on va maintenant pouvoir les juger en Suisse pour tous les faits qu'ils ont commis sur les enfants. Donc tous les faits ont été commis entre 1991 et 1992. D'après les bandes vidéo, on sait que René Osterwalder a abusé de 2 fillettes et que lorsqu'elles ont été abusées, elles avaient à peu près 6 mois. Alors, c'est ces tortures-là que je vais décider de ne pas décrire. Sachez que ces enfants, elles ont vécu un enfer. Je ne vous parle pas de mauvais traitements, je ne vous parle pas de coups, de choses comme ça, je vous parle de torture. En bref, elles ont été privées d'oxygène à un tel point que les médecins qui ont consulté les vidéos dira que la mort était pratiquement imminente. Elles ont été victimes de violences sexuelles ainsi que d'électrochocs et d'actes scatophiles. Elles ont été abusées de manière extrêmement violente. Elles ont été battues, elles ont été piquées avec des aiguilles. Voilà en bref ce que je peux vous raconter des tortures qu'elles ont subies. Ce que je peux également vous dire pour vous faire une idée des tortures qu'a fait subir René Osterwalder à ses enfants, c'est que René Osterwalder s'est intéressé aux différentes techniques de torture que l'on peut trouver dans le monde, par exemple dans des techniques d'interrogatoire dans certains pays. Il s'est donc attelé à trouver les techniques qui laissent un minimum de traces. Et c'est pourquoi ces enfants ont ensuite été rendus à leurs parents sans que l'on sache qu'elles avaient été torturées, mais j'y reviendrai plus tard. Alors finalement, on va se poser la question, mais qui sont ces victimes? Alors je ne sais pas dans quelle mesure la police suisse va rechercher ces victimes. J'accuse pas la police suisse de ne pas faire le boulot, hein, pas du tout, mais peut-être que vous connaissez l'histoire du dossier Zandvoort, et on a vu à quel point la police n'a pas du tout recherché qui étaient ces enfants. Là, on se demande finalement si la police a recherché ou si elle tombe un petit peu par hasard sur l'identité de ces victimes. En tous les cas, pour le garçon de 12 ans qui a été abusé sexuellement par Augusta et René, on va apprendre que ce garçon est le fils d'un couple d'amis de René et Augusta avec qui ils ont fait un tour du monde. En fait, ces deux couples, René et Augusta et l'autre couple, parents du petit garçon, ont fait un tour du monde qui a coûté 80 000 francs à René. En fait, les deux couples avaient apparemment des relations sexuelles ensemble. Mais René et Augusta abusaient également de l'enfant de 12 ans. On n'a pas tellement plus de détails sur comment les choses se sont passées. On sait que ça a été filmé et c'est pourquoi Augusta et René ne peuvent pas nier ces faits. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure les parents de ce jeune garçon étaient au courant des abus sur leur fils. D'ailleurs, je ne saurais même pas vous dire si ces personnes ont témoigné au procès de René Osterwalder. En tous les cas, on a trouvé, je pense, l'identité de ce garçon parce que René Osterwalder l'a donné. Ensuite, les deux fillettes, alors là, vous n'allez pas croire comment on a découvert leur identité. Franchement, c'est encore plus sordide que le reste. La maman de ces deux fillettes, elle a appris les faits par les journaux. Lorsque cette mère lit ces journaux, elle comprend assez vite que les fillettes dont on parle sont en fait les siennes. C'est juste horrible, c'est juste affreux parce qu'en fait cette maman ne s'était pas rendue compte des tortures qu'avaient subies leurs fillettes. Donc la femme qui lit ces faits dans les journaux et qui se rend compte que ce sont ses fillettes va immédiatement se rendre à la police zurichoise et témoigner, et après avoir, la police va pouvoir confirmer que ce sont bien ces fillettes que l'on voit sur les vidéos. Cette femme qui apprend dans les journaux que en fait, les fillettes torturées sont les siennes va témoigner et elle va expliquer comment René Osterwalder a réussi à profiter de ses enfants. Elle et son mari connaissent René Osterwalder et sa femme de longue date. La femme de René Osterwalder est même la marraine de l'une des deux fillettes. Donc c'est dire, ils se connaissent vraiment depuis longtemps. René Osterwalder invite cette femme dans sa maison zurichoise en lui promettant un emploi. Cette femme qui a ses enfants ce week-end-là lui explique qu'elle ne peut venir qu'avec ses enfants. René lui dit bah, « écoute, il n'y a pas de souci, viens seulement avec tes enfants, j'adore les enfants, viens seulement avec ». Alors elle débarque là-bas avec effectivement ces deux fillettes qui ont à ce moment-là 6 mois pour la plus jeune et 18 mois pour la plus âgée. Lorsque tout le monde passe à table, Augusta va se sentir mal, elle a un malaise et René Osterwalder va demander à la maman des deux fillettes si elle pourrait raccompagner Augusta dans leur chalet jurassien.
ce que cette dame va tout de suite accepter. Le problème, c'est que le véhicule que lui propose de prendre René Osterwalder ne peut pas, on ne peut pas mettre de siège d'enfant. C'est une Porsche, on peut y aller qu'à deux, et il va donc se proposer de garder les enfants. Cette femme va se douter de rien. Il faut savoir que René Osterwalder, je l'ai déjà dit, il est ami de longue date. Il a lui-même des enfants en bas âge. Elle ne se dit pas il va abuser de mes enfants. En plus, il va lui offrir un job, elle se dit juste qu'il lui rend service. Donc elle part, elle va prendre la route avec Augusta, et il faut savoir que le trajet Zurich-Jura, Jura-Zurich va prendre 6 heures. C'est un assez long trajet. Et durant ces 6 heures, René Osterwalder va s'adonner aux pires tortures sur la plus jeune de ses filles, celle qui a 6 mois. Lorsque, après ces 6 heures et ce trajet très long, cette femme revient, elle constate bien que ses deux fillettes, et particulièrement celle de 6 mois, a la peau très irritée. Mais elle va mettre ça sur le compte des couches culottes qui pourraient être irritantes. Elle va à aucun moment imaginer ce qui a pu se passer. Et on la comprend, hein, je veux dire. En l'occurrence, elle peut pas, son cerveau n'a pas pu imaginer ça parce qu'elle a laissé son enfant à un ami. Elle va également constater que ces deux filles sont très très fatiguées, mais sans plus. Donc voilà pourquoi elle ne va pas du tout se rendre compte que ces filles ont été abusées. Alors après une très longue instruction, le processus va enfin pouvoir avoir lieu. Si René Osterwalder a été extradé depuis l'été 1994, son procès n'aura lieu qu'en 1997 parce qu'il y a l'enquête est quand même assez longue, et très très vite la première question qui se pose au procès, c'est de savoir est-ce qu'on va montrer ces images au procès, est-ce qu'on va diffuser ces cassettes au procès. Parce qu'en fait, ces cassettes, forcément quelqu'un a dû les regarder. Il y a des policiers qui sont des policiers chevronnés, qui sont formés pour regarder ces cassettes. Alors je ne dis pas que ça ne leur fait rien, hein, pas du tout, mais voilà, ils sont formés pour regarder ces cassettes et s'impliquer peut-être au minimum émotionnellement. Ces mêmes experts qui ont dû consulter les cassettes qui ont été réalisées par René Osterwalder diront que c'est le summum de l'horreur. Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont vu de nombreuses choses, ils ont vu des choses horribles, ils ont vu des choses tristes, mais là, c'est vraiment le pire que l'on puisse faire. Ces images, elles vont être diffusées dans le cadre d'un cours, un cours qui est donné à des spécialistes de la police des mœurs en Suisse. Donc, ce sont quand même des policiers qui sont triés sur le volet et qui sont des professionnels des mœurs. Et pendant la diffusion de ces images, la plupart de ces 20 policiers vont se retrouver au WC pour vomir. Donc, ça montre à quel point ces images, elles sont insoutenables. Une autre grande question du procès, c'est de savoir si Augusta était sous emprise ou si elle était quand même pleinement consciente de ce qui se passait. Il y a le témoignage des policiers hollandais qui disent qu'au premier moment de la perquisition, elle a dit qu'elle était au courant, et il y a finalement toute sa défense suite à cette perquisition qui dit non, j'étais pas au courant, j'ai été violée par René, j'ai été abusée par lui, j'étais sous emprise. Vraiment cette question de savoir à quel point Augusta a été impliquée intrigue les journaux, intrigue également le juge. Alors, autant vous dire que le jeu va être clair, René Osterwalder va charger au maximum sa compagne et elle va au maximum charger René Osterwalder. Lui, il racontera même que c'est elle qui est à l'origine de la seconde séance de torture. Vous vous souvenez, je vous ai dit que le couple avait abusé d'un enfant de 12 ans. Apparemment, ce que raconte René Osterwalder, c'est que Augusta va devenir jalouse de cet enfant de 12 ans. Et elle va sommer René Osterwalder d'arrêter ses relations sexuelles avec ce jeune garçon de 12 ans et lui promettre en retour une séance de sévices sur des fillettes. On ne sait pas du tout si cette histoire est vraie ou pas. En tous les cas, plusieurs témoignages vont conforter l'idée qu'elle était au courant. Elle n'a probablement pas participé aux tortures sur les enfants, mais en tout cas, elle devait le savoir.
Augusta, de son côté, elle nie tout ce qu'elle peut nier, hein, sauf l'effet d'attouchement sur l'enfant de 12 ans, parce qu'on la voit sur la vidéo, elle peut absolument pas nier. Par contre, sa défense, c'est qu'elle a agi sous l'alcool. Elle dira même que la plupart du temps, quand elle était avec René, elle était ivre. Et c'est en fait sa défense, qu'elle n'avait pas toute sa capacité de discernement. René, lui, il avoue quasiment tout ce qu'il ne peut pas nier. Si vous connaissez l'affaire Nordal Lelandais, c'est un petit peu le même style. René Osterwalder n'avoue que ce qu'il ne peut pas nier et ce pourquoi il y a des preuves. Donc tous les sévices sexuels qu'il a fait subir aux deux fillettes et toutes les tortures, il ne peut pas les nier. Il y a des cassettes vidéo et on le reconnaît clairement. Lors de ce procès vont également venir témoigner, alors il y aura beaucoup de gens qui vont témoigner, la sœur d'Augusta qui va tenter de minimiser l'implication de sa sœur, l'ex-femme de René Osterwalder, mais il va également y avoir Peter G qui va venir témoigner. Alors ça va être assez spécial parce que lors de la première fois qu'il est appelé au tribunal, on va devoir le faire partir parce qu'en fait, il est totalement ivre et il n'est pas capable de tenir des propos cohérents. Il va devoir être donc rappelé plus tard à la barre. À tel point qu'on se demande finalement, qu'est-ce qu'il fout là, ce type? Déjà, il est probablement consommateur de pédopornographie, donc il devrait être surveillé. On ne comprend pas finalement pourquoi il peut témoigner à charge contre René Osterwalder. Ce type, à mon sens, devrait être en prison tout autant que les deux autres. Il a proposé ses services à René, il savait ce que René allait faire aux enfants, donc pour moi, ça en fait clairement un complice. Vont venir également témoigner à la barre les détectives engagés par René Osterwalder pour surveiller Peter G. Et là, ils vont le dire assez rapidement. Lorsque René parlait des faits d'enlever des enfants et de torturer des enfants, il parlait toujours d'Augusta. Pour ce détective privé, Augusta n'est pas étrangère à ces faits. Ensuite, ce détective qui est interrogé, il va dire que le sujet de la torture d'enfants revenait souvent à la table du repas de Osterwalder et de sa compagne. Donc là, ça a un petit peu éveillé en moi de me dire, mais attends, pourquoi ce type ne l'a jamais dénoncé? Est-ce qu'ils ont pensé que René affabulait? Est-ce qu'ils ont pensé qu'il passerait jamais à l'acte? Enfin, ça me semble quand même taré. Mais les fûts d'acide chlorhydrique, ils étaient bien là. Et Peter G, comme le détective, les ont vus, ces fûts d'acide chlorhydrique. Donc moi, je me dis quand même qu'il y a passablement de ratés. Il y a passablement de gens qui sont passés entre les gouttes. Et attention, je ne vous parle pas de théorie du complot, de politiciens qui ont été impliqués dans cette affaire. Pas du tout. Des gens comme ce pédophile, comme ce détective, qui semblait être au courant de choses assez sordides, mais qui n'en a pas parlé. Ouais, tout ça me semble quand même assez étrange. J'ai quand même l'impression qu'on a fait le minimum dans l'entourage de Peter G. La maman des deux fillettes va également apporter son témoignage lors du procès. Si on sait que les deux fillettes n'ont pas de séquelles physiques, donc il y a aucune, donc même quand la maman avait récupéré ses filles, elle n'avait aucune marque, aucune séquelle physique. On sait que au niveau psychique, c'est une toute autre histoire. Les fillettes qui auraient dû être analyser, c'est pas le bon terme, mais qui auraient dû faire l'objet d'un examen médical pour le procès, n'ont purement et simplement pas pu être approchés par le médecin. Ces enfants sont totalement terrorisés qu'on les touche. Donc c'est un truc de fou. Elles ne supportent pas du tout de se retrouver dans la même salle qu'un homme. Donc ces enfants, elles sont psychiquement totalement détruites. Donc il est admis également lors de ce procès que Peter G a purement et simplement donné un coup de main à son ami pour mettre en place la salle de torture et les fûts contenant l'acide chlorhydrique. Je comprends vraiment pas pourquoi Peter G, dans ce procès, a été entendu en qualité de témoin et pas, pas au même endroit que René Osterwalder comme coupable, quoi. Enfin bref. Au terme de ce procès, tous les deux vont effectivement être condamnés. Petite précision sur le procès, René Osterwalder, il est défendu par des ténors du barreau. René Osterwalder, il est
plein de thunes. Et donc, il peut se permettre d'être défendu par des avocats extrêmement chers. L'un des avocats, c'est un avocat qui est coutumier de l'indéfendable. C'est vraiment ce genre d'avocat qui prend tous les dossiers dont personne ne voudrait. Donc, il est très très bien défendu, René Osterwalder. Et de son côté, Augusta, elle est également très très bien défendue. L'idée de l'avocat d'Augusta, c'est de dire, si Augusta n'avait pas rencontré René, elle n'aurait jamais passé à l'acte. Et franchement, je suis assez d'accord sur ce point-là. Je pense que Augusta était assez faible psychologiquement et que si elle était tombée sur un autre homme, elle aurait suivi cet homme pleinement. Voilà, mais c'est ce qu'elle a fait avec René. Elle l'a suivi pleinement et à 100%, également dans ses actes criminels. Donc, au terme de ce procès, René Osterwalder est condamné, attention, ça va vous faire crier, à 17 ans de réclusion criminelle. Mais comme dans le cas du sadique de Romans, dans le cas de Michel Péry, cet homme ne reverra jamais l'extérieur. Il ne sortira jamais de prison. D'ailleurs, ça l'est dit lors du procès. Au terme de sa peine, cet homme devra être remis dans une mesure d'internement pour une durée indéterminée. Je vous l'ai déjà expliqué lors du cas de Michel Péry. Son cas va être révisé tous les 5 ans. Et seulement si on peut prouver que René Osterwalder a été totalement guéri, il pourra sortir. Donc autant vous dire qu'on ne pourra jamais estimer que cet homme est totalement guéri. Il est reconnu coupable de tentative d'assassinat répété, de lésions corporelles graves, d'actes d'ordre sexuel sur des enfants et d'attentats à la pudeur. Il est en revanche acquitté pour l'incitation à la traite d'êtres humains. La Cour prend quand même en compte une diminution de capacité de discernement, mais le juge rappellera qu'il a agi dans un seul et unique but, sa propre satisfaction. Donc, en gros, je pense qu'il n'a pas pris les 20 ans max qu'il aurait pu prendre. Il a pris 17 ans, mais au final, ça ne change pas qu'il sortira jamais de prison. C'est vraiment sa peine initiale. Et ouais, cette diminution de discernement, elle joue finalement pas tellement dans le verdict. De son côté, Augusta, elle est reconnue coupable d'ordre d'actes sexuels avec un enfant de 12 ans, d'attentat à la pudeur et de complicité pour les faits que l'on a reprochés à René. Elle est mise en liberté en 1994 parce qu'elle va écoper de 4 ans de prison. Là, on a déjà fait une bonne partie en préventive. Alors, comme on sait si bien le faire en Suisse, on a donné de l'argent à ces pauvres victimes. Une somme de 265 000 francs a été versée à ces 3 victimes. Ça a été versé comme cela. 160 000 francs pour la plus âgée des 2 fillettes qui a subi 2 séances de torture. La moitié de cette somme pour sa petite sœur qui, elle, a subi 1 séance de torture. Et 25 000 francs pour le garçon qui a été abusé sexuellement. Alors, c'est un peu la méthode suisse, hein. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure ces enfants ont été suivis. Je vous rappelle le cas de la dernière victime de Michel Péry, qui n'a absolument pas du tout été suivi et qui a lui-même perpétré des actes pédophiles bien des années après avoir été abusé par Michel Péry. Donc, on peut légitimement se poser la question de cette affaire qui a eu lieu fin des années 90, si ces victimes sont aujourd'hui et si elles étaient correctement entourées par des professionnels qui pourront leur aider à mener une vie, alors plus ou moins normale, parce que normal, je pense que quand on a subi ce genre de choses, ça va être très très compliqué. En tous les cas, je tiens à le redire, parce que c'est vrai qu'en Suisse, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, c'est au sujet de la prison à vie. La prison, la perpétuité en Suisse, c'est je crois 20 ans ou 25 ans. Et ensuite, on va, selon les faits que vous avez commis, réexaminer votre cas tous les 5 ans, ce qui est le cas pour René Osterwalder, mais également pour Michel Péry et pour plein d'autres meurtriers ou violeurs que l'on a sous les verrous en Suisse. Leur peine peut sembler, au début, donc 17 ans, on se dit... pour avoir fait subir des actes d'une telle barbarie à des enfants, c'est rien du tout. Y a des gens qui font des délits financiers ou des choses comme ça qui prennent peut-être la moitié. Donc on se pose la question vraiment du préjudice sur les victimes.
En tous les cas, cet homme, oui, il ne retrouvera jamais la liberté pour la simple et bonne raison que ce sera jamais possible de le soigner et qu'on pourra jamais apporter la preuve qu'on a soigné cet homme. En tous les cas, tous les 5 ans, son procès, sa peine est revue. Et donc, tous les 5 ans, il y a un petit encart dans les journaux suisses qui fait état du fait que René Osterwalder va rester en détention. Et c'est dans ces journaux-là où je vous disais qu'on donne son nom complet, René Osterwalder. Et c'est donc pourquoi je me suis permis dans cette vidéo de donner son nom complet. À propos de son nom, le sadique de Romont, par exemple, comme je vous en ai parlé, ce sont des noms qui sont restés accrochés au personnage. Et dans le cas de René Osterwalder, déjà c'est une affaire qui se passe en Suisse allemande, donc cet homme est de langue maternelle allemande, suisse-allemand. Je ne sais pas si en allemand il a gardé un seul nom, je crois que c'est Baby Crawler en allemand. Mais en tout cas en français il a eu plusieurs noms. Le monstre du Jura, il a eu le nom de tortionnaire de bébé et millionnaire tortureur de bébé. Donc il n'y a pas un nom qui est vraiment resté comme le sadique de Romont, où on sait vraiment qui est cette personne. Peut-être ça fait aussi, ça a un petit peu aidé à l'oublier. Osterwalder, c'est pas un nom, c'est pas un nom qu'on retient peut-être comme ça. En tous les cas, moi je l'oublierai jamais. Maintenant, on se pose la question de finalement, qu'en est-il aujourd'hui? Où on en est? Alors, les enfants, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Je pense que c'est une façon de les protéger. On ne saura probablement jamais ce que ces enfants sont devenus. Il y a certainement des gens à Zurich qui savent de qui on parle. Je ne sais pas du tout si les parents ont déménagé. Vraiment, je n'ai rien retrouvé. Je sais qu'en Suisse, les journaux sont assez discrets sur les victimes, souvent aussi sur les noms des assassins, des choses comme ça. Donc probablement qu'on n'aura jamais d'article qui nous dira ce qu'ils sont devenus. Et c'est tant mieux, ces enfants doivent être totalement protégés. J'espère que ces fillettes ont pu avoir ou peuvent en tout cas avoir un semblant de vie normale aujourd'hui. Alors la dernière fois que René Osterwalder fait parler de lui, fait donc comme j'ai dit tous les 5 ans, il y a un petit encart dans les journaux pour dire qu'il va rester en prison. Mais la dernière fois qu'il a fait parler de lui, alors j'ai pas la date ou l'année exacte, en tous les cas c'est courant des années 2000, il a demandé à pouvoir se paxer avec l'un de ses co-détenus. Alors il faut savoir que, et je pense que ça c'est partout pareil, les relations entre co-détenus sont totalement interdites. Et donc, dans un premier temps, cet homme a été changé de secteur, donc il ne s'est pas plus retrouvé dans le même secteur que René Osterwalder. Et dans un deuxième temps, cet homme a été transféré dans une autre prison. Donc, aux dernières nouvelles que l'on a de cet homme, après cette demande de Pax, c'est qu'il a rencontré Dieu et qu'il estime qu'il est guéri et qu'il pourrait sans autre sortir de prison. Personnellement, je doute un tout petit peu que René Osterwalder soit capable de s'auto-juger sur sa maladie. En tous les cas, c'est un homme, c'est vraiment parmi la pire espèce. Il a toujours détesté les bébés, il s'est vengé sur eux, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il a fait vraiment subir des horreurs. En plus, toutes ces horreurs, il les a fait subir à des enfants d'amis. Donc ce type n'a vraiment aucune conscience, il s'en fout, il fait du mal à n'importe qui. C'est vraiment une affaire qui a été compliquée à traiter. Et c'était compliqué à se rendre compte qu'en fait, cet homme, il vient de pas très loin, en fait, de Zurich. Donc voilà, c'est tout pour René Osterwalder et sa compagne. Je suis consciente que mon histoire, elle comporte un peu des trous. Parce que, comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous raconte là, je le tiens de journaux qui racontaient un petit peu ce qu'ils apprenaient au jour le jour pendant le procès et suite à son arrestation. Donc, ouais, cette histoire, elle a un tout petit peu des trous. En tout cas, je vous ai donné tous les éléments que j'avais au sujet de cet horrible bonhomme. Merci de m'avoir suivi, c'est tout pour ce cas René Osterwalder et sa compagne. Vous pouvez toujours me suivre sur mon Twitter pour avoir les éventuels nouveaux développements dans ce cas. Et puis moi je vous retrouve tout bientôt pour un nouveau crime et disparition. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour le visionnage. Salut!